Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Série l'émission. Et ravi de retrouver aussi à mes côtés Marie Baraco, directrice du festival Série. Ça va Marie? Très bien Pierre. Alors à nos côtés, eh bien deux grands noms de la série. Et un grand plaisir, un grand honneur de les accueillir tous les deux. Anne Landois, Bruno Debrande. Merci vraiment à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous. Anne, vous êtes scénariste, désormais productrice, on va le dire, au sein de la société Sortilège, aux côtés de Vassili Clair. Alors, vous avez été notamment quasiment durant 10 ans, ça a pris 10 ans en Grenage pour vous. Vous étiez aux manettes de cette série de Canal+, qui vient de s'achever. Notamment, vous avez signé la 5e saison, qui a été récompensée d'un International Emmy Award. Vous étiez la showrunneuse totale de cette 5e saison. Vous travaillez sur de nombreuses séries, vous développez de nombreuses séries, et notamment, vous êtes en cours de finition d'une série pour TF1 qui s'appelle La Promesse. On va en parler. Mais avant, comment est venue cette vocation-là? C'est votre rêve, enfin, je sais pas, d'enfant, d'ado, un jour de... D'être showrunner? Ouais, non. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On est d'accord. Alors, comment vous êtes arrivé jusque-là? Alors, scénariste, c'était un rêve d'ado, ça c'est vrai. Oui. Raconter des histoires? Vraiment d'ado, oui, de raconter des histoires. Mais être scénariste, c'est vraiment venu un peu plus tard, donc aux alentours de 16 ans. Et c'est venu d'une façon quand même très particulière, c'est que j'adorais les films de Truffaut, oui, mais surtout de Sautet. Ah oui. Claude Sautet. Ouais, de Claude Sautet. Et il y avait un réalisme en fait dans tout ce que ça racontait, dans la vie, une espèce de vie d'adulte. Et j'avais l'impression, en fait, qu'en regardant les films de Sautet, je comprenais le monde des adultes. Donc ça a été ma porte d'entrée. Voilà. Sautet, et comment vous êtes formée, en fait, Anne Landois? Alors, je me suis formée d'abord à la fac. Ouais. Pendant 5 ans, j'ai fait un DEA de cinéma audiovisuel. Et au cours de mes études, dans ma partie à Paris 1, j'ai rencontré un prof de scénario qui s'appelait Pierre Gênes et qui avait créé à l'extérieur de la fac des ateliers d'écriture parce que lui, il enseignait la théorie du scénario dans un amphi où il y avait 200 étudiants. Et il nous avait annoncé dès le départ, il nous avait dit « Vous n'apprendrez jamais à écrire ici. Mais pour ceux que ça intéresse, je propose de les accueillir chez moi et de leur enseigner la dramaturgie. » Et en fait, j'ai senti ce jour-là, mais vraiment, que c'était le virage qu'il ne fallait pas que je rate, quoi. Ma vie est en train de se décider là. Voilà. Et j'ai suivi son enseignement pendant 5 ans, jusqu'à sa mort. Et puis après, j'ai pu arrêter. Génial. Merci en tout cas d'être là, Anne. Merci d'être avec nous, Bruno Debrande. Ça va, en forme? Ouais, ça va. Vous avez été élève au conservatoire, Bruno Debrande. Vous êtes devenu comédien sur les planches, à l'écran. Alors, on vous a vu et on vous voit dans de nombreuses séries. On va en citer quelques-unes pour vous situer. Il y a K1, Marion Mazzano, 1788 et demi, Soupçon, Peur sur le lac, qui était un peu prémonitoire, un peu sur la période qu'on est en train de vivre en ce moment de Covid. Et bien sûr, il y a un personnage qui vous lie particulièrement à Anne Landois, c'est celui du capitaine Brémond dans Engrenage. Vous, la vocation de comédien, elle est venue comment? Aussi à l'adolescence, comme pour Anne, scénariste? Ah non, c'est un accident de parcours en fait. Ah oui? Moi, je faisais des biotopes à la campagne. J'ai fait des études de sciences et du sport de haut niveau pour faire... mes héros, c'était Taziev, Gilles de Gênes, Cousteau. Je voulais parcourir le monde et étudier les bestioles. Génial. Et finalement, j'ai étudié les bonhommes. En fait. L'accident s'est passé à quel moment? À l'armée. je suis un des derniers à avoir fait le service. Parce que justement, j'étais un sportif chevronné. Ils avaient besoin de l'ASCAR pour épuiser les voyous. En fait, ça s'est mal passé la première semaine. J'ai eu beaucoup de mal avec le fusil, j'ai eu beaucoup de mal avec la discipline. Donc j'étais un peu turbulent. Donc, vous avez commencé à jouer un peu le... Non, j'ai fait des bêtises, j'ai cassé des choses. Et donc, je me suis retrouvé en tôle. Génial. Et pendant ces 2 jours de tôle, j'ai eu je me rappellerai toujours, un appelé du génie civil qui est venu me voir, qui sortait de Couët-Quidan. Oui, la formation des officiers. Voilà. Et qui est venu me voir dans ma cellule, il m'a dit, écoute, vu ton caractère, ils vont te mettre en HP en fait, ils vont te donner des médicaments, ça va être 5 mois de ta vie et tu ne vas pas t'en relever. Enfin, tu vas pas... Et donc, il m'a dit, joue le jeu, tu connais, enfin, t'es solide, machin, joue le jeu. Et donc, j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que j'y étais à fond. Et puis, 3 mois plus tard, à Fontainebleau, dans des manœuvres, il y avait, alors il ne le sait même pas, je crois, parce qu'on ne s'est jamais croisé, Soren Prévost, le fils Prévost, qui était lui acteur.
Et donc, un soir de beuverie du capitaine, j'ai imité tout le monde, j'ai fait le clown. Et il m'a dit, t'es où, t'es acteur, machin. Donc, c'est ces petits chemins-là. À la fin du service militaire, j'ai passé le conservatoire. Ah, génial. Alors, Marie? Alors, en préparant cette émission, il y a quand même un ADN commun chez vous, qui est le polar. Donc, on va quand même en parler. C'est un genre qu'on voit, qu'on revoit. On se dit parfois qu'on en voit un peu trop. Je voulais savoir ce qui vous attire dans le polar. Peut-être Anne, déjà. Alors moi, comme c'est mon terrain de jeu depuis le début, je peux dire que ça m'a toujours attirée. Mais d'abord, ce qui m'a attirée, c'est le réalisme du métier de policier. En fait, quand j'avais 16 ans, j'avais eu envie d'être scénariste, mais dans le même temps, j'avais une grosse hésitation, c'est que je voulais aussi être commissaire de police. Ah oui. Ouais. Et en fait, j'ai joint ces deux désirs. C'est une fusion des deux vocations. La fusion de ces deux désirs. Et j'étais tellement insistante avec le désir d'être commissaire de police que je me souviens que mon père m'a emmenée voir le commissaire de Palaiseau. Et qui m'a reçu dans son bureau. Alors, il avait des grosses moustaches, comme ça, il était assez impressionnant. Et en fait, il m'a encouragée à rentrer dans la police. Il m'a dit, mais on a besoin de femmes. J'avais 16 ans, hein, donc j'étais vraiment loin encore de pouvoir accéder à ce métier. Et puis, peu à peu, en fait, le cinéma a pris le dessus et le désir d'écrire est devenu plus fort que le désir de devenir flic. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai eu envie d'écrire sur la police. Et vous étiez lectrice de polar déjà, beaucoup à l'époque? J'étais lectrice de polar, j'étais lectrice de récits réalistes. C'était surtout ça qui m'intéressait. Moi, mon premier coup de cœur a été la lecture, quand j'avais 13 ans, de Moi, Christiane F. Et ce roman m'a fait rentrer dans le genre, d'abord littéraire, extrêmement réaliste, l'intérêt pour les récits cabossés, pour les histoires un peu à la marge, les histoires qui se passent un peu dans le caniveau, tous les trucs de la société qu'on ne veut pas trop regarder en face. Et qu'on voit beaucoup dans Engrenage d'ailleurs. Je veux dire, dans Engrenage, le cœur est une arme, comme vous parlez de coup de cœur. Tout à fait. Vous avez une passion pour le polar particulièrement, Bruno? Non, pas du tout. Et je faisais partie évidemment de ceux qui regardaient ça avec beaucoup de, sinon mépris, de distance. Mais non, ce qu'il y a d'intéressant dans le polar, c'est justement la fenêtre inouïe que ça a sur notre société. C'est ça qui devient intéressant. Je pense que c'est pour ça que j'avais entendu il y a très très longtemps un philosophe qui parlait de notre problème de culpabilité qui n'était pas résolu. Et notamment quand on avait perdu tous les liens avec le religieux, les mythes, les rituels, etc. On était quand même constamment en train de se demander, mais si je ne vais pas bien, s'il se passe ci, s'il se passe ça, c'est de la faute de qui? Et que finalement, on avait besoin en permanence, le public, pourquoi il était en demande comme ça, en permanence de policiers, de justice, etc. C'était qu'il avait besoin de cette catharsis-là, d'avoir la possibilité de toujours être en train de réfléchir à qui est le coupable et d'en trouver un et de dormir mieux. Enfin, c'était beaucoup mieux expliqué que ce que je voulais. Oui, mais c'est ça. C'est marrant ça. On a reçu à Fontainebleau en 2018 un auteur qui s'appelle Chris Lang, qui est l'auteur d'Unforgotten, de Innocent, de pas mal de séries, d'ailleurs qui sont aussi adaptées en France. Et il a évoqué justement ce sujet-là du fait que le polar est un biais. Pour parler de sujets de société et de choses parfois bien plus complexes qu'il n'y paraît. Peut-être qu'on va l'écouter, ça va permettre de continuer un peu la discussion. Ah oui, et puis on a soif. Most of my stuff has been crime, not exclusively, but a lot of it. And I think it's sometimes slightly misleading to think of it as crime, though, because although it has that as its armature, it really is just that. It's a hanger on which you tell human interest stories. But it's a very useful hanger because it has inherent structure. It has inherent imperatives that you must fulfill, which give you a very structured beginning, middle, and end. I like the simplicity of the morality of it and the simplicity of the end goal, i.e. to catch the baddie, effectively, because if you have a simple premise like that, it then allows you to be much more complex in your characterization and in the themes and ideas that you explore within that show. So although they always fall under the crime umbrella, I think they're just stories about people which happen to have that narrative device to pull them through. One of the problems I think that writers face is that broadcasters are incredibly nervous of non-genre shows.
you know, that's why there are so many cop shows and so many doc shows on television, because they know they work. There is seemingly an endless appetite. They feel comfortable. Very comfortable because of what we've discussed. I mean, I think they offer shape to an audience. The audience kind of know what they're getting. So broadcasters are very reluctant to step outside of that. And often with some justification, it's really hard to make non-genre shows work. Anne, du coup, est-ce que le polar permet en effet d'aborder des sujets plus complexes de manière un peu plus insidieuse? Alors oui, bien sûr. En fait, moi, je pense qu'il y a toujours eu une fascination pour le mal, depuis toujours. Et le mal, M-A-L. Le mal, oui, on pourrait dire les deux d'ailleurs. Ah ouais. Mais là, en parlant du mal, du mal M-A-L. Ouais. Et je crois que le polar a quand même cette dimension assez rassurante, c'est qu'on a des êtres humains qui se confrontent à ça quotidiennement, et c'est ce qu'on avait essayé quand même de montrer dans Engrenage, et qui permettent quand même de nous rassurer d'une certaine façon aussi, parce que ces gens-là combattent le mal. Mais ce qui, moi, m'intéressait dans Engrenage, c'était la répercussion de ce travail sur leur personnalité, sur leur être propre, leur intériorité, ce qu'on voyait peu quand même à la télé avant Engrenage. Avant, en fait, on avait plutôt des héros assez républicains qui réparaient les torts, les travers de la société, mais tout ça n'avait pas d'incidence sur eux-mêmes. Et avec Engrenage, et grâce aussi à la ligne éditoriale que s'était imposée Canal+ à l'époque, et aussi au producteur Alain Clerc, il y a eu cette fenêtre qui s'est ouverte en France, où on a pu parler des policiers, mais de ce qu'ils vivaient vraiment à l'intérieur. Ils absorbent un peu cette noirceur, on a l'impression. Alors voilà, ils absorbent. Alors d'abord, ils vivent dans un monde très noir. Il faut voir que la police vit dans un monde très noir. Et c'est quand même ce qu'il y a de pire. On est confronté vraiment à tout ce que l'être humain est capable de faire d'horrible, quoi. Et le fait qu'il y ait des flics, des magistrats, des avocats, des juges, oui, ouais. qui travaillent en fait sur cette matière-là, dont moi je me suis beaucoup inspirée, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller voir un magistrat ou un flic et de lui dire « raconte-moi une histoire ». C'est pas ça en fait. C'est surtout « mais comment toi tu l'as vécu et comment tu l'as reçu, comment tu t'en sors ». Et je trouve qu'en fait cette matière est d'abord inépuisable, parce que de la délinquance et des meurtriers, il y en aura toujours. Les dérives de la société, il y en aura toujours. Mais en fait, chaque époque a ses propres dérives. Et c'est ça qu'a interrogé Engrenage pendant longtemps. Et c'est ça aussi qu'interroge aussi le polar. Même si ce n'est pas du polar ultra réaliste comme les Engrenages, je trouve que chaque meurtre raconte aussi quelque chose des êtres humains. La noirceur, le mal dont parle Anne Landois, ça vous parle à vous en tant que comédien, Bruno? Oui, évidemment que ça nous parle. Ça nous parle parce que c'est un puissant fond, et que penser au mal, c'est penser à comment on résiste. Et donc c'est tout ce chemin de résistance. On n'arrête pas d'en parler en ce moment, avec ce qu'on est en train de traverser. Résistance, résilience, dadadi, tous ces mots qui sont même maintenant galvaudés, je trouve, de mon point de vue. Mais en tout cas, ce chemin de croix, ce chemin de bataille, ce chemin de faire face, ou de recevoir, ou d'être anéanti, ces chutes permanentes, se relever, c'est la condition humaine. Et c'est ça l'acting, l'être, mettre en acte ça, y réfléchir, l'écrire, essayer de le dresser, c'est ce qu'on trouve dans le polar. Mais c'est vrai que Marie me parlait de votre réalisme, vous en parliez là, Anne. Comment vous faites pour atteindre ce niveau? Parce que moi j'étais fasciné en fait par ce niveau d'écriture, de densité, de narration et ce réalisme. Alors moi je crois qu'il existe un journalisme de terrain et il existe aussi une écriture sérielle de terrain. Le travail est assez proche en fait. Moi c'est vrai que j'aime aller au-devant des gens et j'aime comprendre leur métier. Et plus on passe de temps avec eux, et plus en fait les gens qu'on fréquente se livrent. Moi, j'ai eu la chance de travailler quand même avec des policiers très très tôt, même avant Engrenage, hein, des magistrats aussi. Donc déjà, j'avais vraiment une appétence pour ce milieu et une appétence pour les dérives à la fois de la société et la façon dont on tentait de les réparer.
Les dérives aussi de ces métiers. Et les C'est des dérives métiers aussi qui de sont ces métiers. permanents en train de On est voilà. tout le temps en fait sur la corde raide. Exactement. Tout le temps. C'est pour ça que c'est fascinant, parce qu'il y a le droit, il y a la procédure pénale, et il y a comment on fait de la police. Eh oui. Et c'est vrai que toute la saison 3, l'idée c'était de se dire, on ne peut pas faire de la police en ayant les mains propres. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que la police? Qu'est-ce que La c'est que la cité. police? Ouais. C'est raconter la cité, c'est raconter ce qui s'y passe. Ouais, c'est ça. Raconter C'est une observation. Ouais. En fait, Si le c'est nom avant, beaucoup c'est ça d'observations, aussi. exactement. Et c'est beaucoup d'imprégnation. Moi, j'aime m'imprégner des histoires des gens, j'aime m'imprégner en fait, je les écoute parler, mais c'est sans fin, quoi. J'adore ça. Mais justement, c'est sans fin. Mais est-ce qu'il faut renouveler les codes? Parce que c'est un univers aussi qui est codifié. Alors, on voit qu'avec Engrenage, vous jouez sans arrêt avec les codes. Est-ce qu'il faut les renouveler On les renouvelle tout le allez- temps. Voilà. Mais en fait, chaque série renouvelle les codes du polar. Quand on regarde, alors, Engrenage, c'est le polar traité d'une certaine façon, d'une autre façon. Dans les séries américaines, c'est pareil. À chaque fois, en fait, si la base est la même, ce qui, je trouve, change le genre, c'est aussi beaucoup la façon dont on aborde les personnages. C'est ça aussi qui permet de nous renouveler. Et la situation politique. La Dans situation The politique. Killing, la découverte pour moi, la découverte politique de ce pays, le fonctionnement de ce pays était pour moi une immense découverte. Rien à voir avec la carte postale qu'on connaît. Bien sûr, mais nous, on nous a dit aussi beaucoup que Engrenage était très attractif aussi pour ça, parce que c'était un peu le revers de la carte postale de Paris. Paris, Ça renseigne Vous voyez sur le absolument mœurs pas, véritable. Voilà. Et pour Le moi, vrai la Paris. série, la fonction de la série, c'est ça. Alors ça, rues de Paris. c'est mon point de vue à moi, mais Ouais. c'est vrai que j'aime que la série me raconte un pays, une époque, des êtres humains à ce moment-là. Et j'aime la série réaliste pour ça, parce que c'est vraiment une observation. C'est aussi une façon de prendre des nouvelles du monde dans lequel on vit, quoi. C'est très chouette de vous avoir aussi ensemble sur le plateau, même si vous avez chacun une carrière très touffue. J'ai demandé à Anne de l'illustrer, cette collaboration sur Engrenage, à travers une scène qu'elle a donc choisie. Vous pouvez nous la raconter? Alors j'ai choisi la scène en fait du rapprochement entre Brémond et Laure. Alors il faut savoir que quand la saison 3 commence, Brémond et Laure Berthaud se connaissent déjà. Ils ont eu, Il y a eu une un très truc. mauvaise expérience Voilà, dans le passé. c'est mal passé, oui. Voilà, Brémond s'est conduit de façon pas très classe avec elle et elle en a gardé une rancœur mais infinie. Et la capitaine Berthaud étant un personnage très tranché et très radical, dès qu'elle le voit, la guerre est déclarée, quoi. Et Laure, en fait, elle va se rapprocher de Brémond parce que Gilou a tiré une balle dans un squat et que la balle elle a blessé en fait un dealer. Et il y a une histoire de changement de scellé. Donc Laure, elle va aller au commissariat. D'abord, elle va demander à Brémond de dîner avec elle. Et Brémond, qui est quand même assez halluciné parce qu'il sait très bien qu'elle le déteste, donc il pense que ça cache quelque chose, mais il est loin de s'imaginer que c'est pour protéger Gilou. D'ailleurs, je pense qu'il ne le saura jamais. Et après cette scène de séduction au restaurant, elle n'a pas envie de s'arrêter là parce que, en fait, évidemment, elle a besoin d'aller récupérer un scellé au bureau, dans le bureau de Brémond. Et en fait, ce travail sur cette scène, il est très important. D'abord parce qu'il noue la relation entre Laure et Brémond, qui va durer quand même pendant très longtemps, puisqu'ils vont quand même avoir un enfant ensemble. Donc ça va aller loin. Mais surtout, je me souviens très bien, Thierry de Pambourg m'avait dit, quand on a écrit cette scène, tu ne peux pas l'arrêter là, parce qu'elle venait simplement pour chercher le scellé. Et après, elle disait, bon écoute, je suis fatiguée, j'ai trop bu, je me rentre. casse. Et en fait, non. Et non, et c'est ça là, qui me plaît. et ça c'était génial, et ça Ça on devient doit érotique. vraiment au travail qu'on a fait avec Thierry de Pambourg sur les saisons 3 et 4, qui était le directeur littéraire sur Engrenage depuis la saison 1. Et il m'a dit, mais en fait là ça ne raconte rien sur le personnage, parce qu'elle vient faire quelque chose, et puis elle le fait, elle réussit, puis elle s'en va. Et d'où l'idée est venue que finalement elle revient et elle se tape Brémond sur le bureau. Et cette scène est géniale parce que d'abord elle raconte Laure Berthaud. Elle est gouvernée par ses désirs. Voilà, une Personne femme. Mais c'est une femme, en ne plus. peut s'y opposer. Voilà. Et surtout, quand elle a envie d'un homme, elle y va vraiment. Mais surtout, en fait, elle se met elle-même dans l'embarras parce qu'elle noue une relation quand même avec le pire ennemi du groupe. Et donc le pire ennemi de Gilou, celui qui risque de le mettre en danger. Cette scène était très... Elle est très très bien écrite. Elle est très dense. Et alors il y a Ouais. une autre chose qui m'a marqué, c'est que quelques épisodes après, il y a une scène d'amour physique
entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça aussi original dans une série. Je me suis demandé si ça vous avait surpris, en fait, cette atmosphère. En fait, c'est une série qui parle aussi de sexe, qui parle de relations amoureuses. Est-ce que cette densité-là, très humaine, en fait, au-delà des intrigues policières, des intrigues judiciaires, vous a surpris, vous, en tant que comédien de la série, Bruno? Ce qui me surprend, c'est d'entendre raconter Anne sur le chemin de Brémond et de la rencontre, etc. Parce que, évidemment, moi, j'ai un souvenir extrêmement charnel de la découverte de l'écriture, de Caroline, de l'ambiance, du plateau, de ces personnages. Et nous, moi, j'ai un souvenir d'une histoire qui est éminemment plus complexe et plus fouillée, parce qu'évidemment, nous, on s'empare de quelque chose. Et donc, on construit une aventure avec alors pour le coup, Brémond Berthaud. Et sans parler de construction, de ce qui s'est passé avant. Non, mais sur l'instant. Il y a une densité qui est là. Il y a une densité et même quelque chose qui, tout d'un coup, révèle, encore une fois, ce qu'on racontait tout à l'heure sur le positionnement de ces gens. C'est l'animalité, c'est la spontanéité. Donc ce qui transpire d'érotisme là-dedans, de pouvoir, de prise de pouvoir de Berthaud sur... rien n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que chaque pas qu'elle va faire stratégiquement, parce qu'au départ elle vient effectivement pour ces histoires de scellés, mais il y a quelque chose qui n'a jamais été réglé entre deux. Il y a une histoire de pouvoir très, très phallocratique, parce qu'elle était peut-être probablement sa stagiaire, etc. Et il l'a prise de haut, il a voulu l'attraper. Enfin, voilà, c'était assez clairement exprimé. Et donc, il rejoue la partie d'échec. Et c'est un homme et une femme dans des situations d'urgence, parce que lui, il est plus politique. Oui, il est plus politique. Il a quitté le terrain. Mais en revanche, certainement que, comme beaucoup que j'ai rencontrés, ça leur manque très fort, parce qu'ils ne sont plus au contact. Ils deviennent des espèces d'administratifs, des espèces d'animaux politiques. Et il leur manque le corps. On va y venir justement avec Marie sur cette préparation. Oui, c'est toujours pareil. Le concept de cette émission, c'est aussi, comme à Série donner un regard européen sur nos discussions. Et j'ai retrouvé 2 témoignages de comédiens qui sont venus à Fontainebleau. Donc, un comédien suédois qui s'appelle Ola Rapace, qui a également tourné en France, d'ailleurs avec Olivier Marchal, et Ray Pantaki, qui est britannique et qui a joué dans la série Marcella. Et en fait, je vous propose de voir ces 2 témoignages de la manière dont ils se sont emparés de leur rôle, et pour Ray Pantaki, dont il l'a préparé en rencontrant justement des détectives, etc. The first thing I said to the producers from Nice Drama when they contacted me was, I'm not going to do another Swedish Nordic noir police series. I'm not going to do it. Forget it. And they told me, no, we're not going to do another Nordic noir Swedish police series. We're going to do something really different. And then we started to discuss references and stuff. And then Amir came into the picture, and he talked to me about his references, about the 70s stuff and everything. And then I thought, yeah, I could actually do this, because this is not going to be another Nordic noir. It's really all the references and all the approach to the work is really different from anything I ever did in Sweden before. I can also say, to jump in, and also to bring up Ola in this, because to work this way, actors have to take much more part into the actual production, because you can't just take a line and go move on. You have to set the whole scene, which is very demanding for actors. You can't just go in and wing it. You have to know the character. But I think from day one, we actually went to the studio with the guy who did the music. Yeah, and that was, yeah, it was... We started there. We were very fortunate enough to have the chance to go and meet with detectives and talk to them. And, this was a whole new world for me and something I've never played before. So it was interesting. So I prepared a ton of questions and sat with a detective and talked through lots of things and asked many questions, and it's just very, very interesting to see what these guys do, and actually I have a newfound respect for what the police do. So I guess there was lots of preparation in that respect, and when you get dialogue that's written by someone like Hans Rosenfeld, it's your job as an actor is
very, very easy because you go in and you just deliver and it's well researched and it has a certain fluidity that just makes you look better. Donc Bruno, Vincent Mazzano, Frédéric Cahin, Brémond, est-ce que comme Ray Pantaki qu'on vient d'écouter, vous avez aussi cette manière particulière de rencontrer pour préparer vos personnages? Oui, oui. Je l'entends. Pour Brémond, pour revenir à Brémond, moi je me souviens que la première fois qu'on m'a proposé le rôle, d'abord je ne connaissais pas Engrenage, donc il n'y avait pas cette espèce d'appétit, je vais rentrer, puis on ne savait pas non plus que ça allait être emblématique à ce point-là. Hein. Ouais. C'était un travail, on était toujours des acteurs un peu frileux hein, vis-à-vis de la série. Et je me souviens que quand on m'a proposé Brémond, j'y croyais pas. Parce que le rapport que j'avais moi à mon image, je me disais mais il est trop jeune ce mec pour être le patron de la crime. J'avais une idée, alors très 70, très cinéma 60-70, voilà, les commissaires, voilà, c'était plutôt Wojtowicz. Oui, c'est ça. Plutôt, voilà, c'était des solides, c'était des maigresses, c'était des... bon, bref. Bruno Kremer. Oui, Bruno Kremer. Et donc j'ai rencontré les homologues de Brémond. Et là, j'ai découvert que finalement, voilà, encore une fois, beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que le parcours des patrons, des tauliers, comme on dit, des PJ, etc., ce sont des universitaires, en fait. Ce sont des gens qui ont fait des hautes études, ce sont des gens qui sortent, donc qui font très peu de terrain, finalement. Quelques-uns passent par le terrain, mais très peu. Et finalement, c'était bien aussi ce décalage de personnages entre ce que l'on va découvrir ensemble, nous les acteurs, avec les personnages, et nourrir ça, c'était cette ambivalence permanente entre le terrain de Gilou, Berthaud, etc. Berthaud. Et la posture politique plus administrative d'un patron, d'équipe. Et une forme d'élégance aussi. Enfin, je trouve que votre personnage a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Il a du charme. D'ailleurs, on comprend que le personnage de Laure Berthaud soit accroché parce qu'il est là, il a une présence. Comment vous avez préparé ça? Eh bien, justement sur cette faille, sur la relation, c'est-à-dire sur les interviews que j'ai opérées avec tous les gens qui étaient des patrons, des flics. Et qui, pour certains, ne sont pas dénués d'élégance. C'est-à-dire qu'ils ont cette espèce de posture qui, à la fois, ils sont construits sur le désir qu'ils avaient d'être flics, peut-être quand ils étaient gamins, et puis ce à quoi ils sont confrontés en permanence, c'est-à-dire une réalité noire, dure, difficile. Donc, ça sous-entend beaucoup de chair, beaucoup d'animalité, beaucoup de failles, beaucoup de poids, beaucoup de choses, et en même temps une posture, un visage, un masque, et ça nous parle les acteurs, un masque politique. Et c'est ça qui peut fabriquer l'élégance. Après, il y a Bouli. Je retrouve bien votre personnage, quand vous en parlez comme ça, devant voilà, c'est vrai qu'il a un masque, cet homme-là. Oui, il a un masque que Berthaud arrive à déchirer. Les comédiens, quel rapport vous avez avec vous en tant que choronneuse, Anne Landois? Comment vous les regardez? Est-ce qu'à l'écriture, ce sont les comédiens qui correspondent à peu près aux personnages que vous avez, j'imagine, imaginés dans votre tête? Comment ça se passe là? Alors pour Engrenage, c'est un peu particulier parce que je suis arrivée sur la 3e saison, donc le gros du casting était déjà fait. Oui. Mais je me suis énormément inspirée d'eux. D'abord parce qu'on a instauré, à partir de la saison 5, donc pendant les saisons 3 et 4, ça n'avait pas été le cas, mais à partir de la saison 5, il y a eu des lectures très poussées, très longues avec les comédiens. Et en dehors de ça, je m'inspirais aussi de leur jeu sur les saisons précédentes. Et aussi, un truc qui était assez génial, c'était de regarder les rushs. Et le visionnage des rushs a toujours été pour moi une source incroyable d'inspiration. Parce que entre le moment où on a la scène jouée, il y a toujours un petit moment avant et un petit moment après où en fait l'acteur se lâche et il est vraiment lui-même. Et en fait, c'est ce petit moment-là qui est capté par la caméra qui moi, m'indiquait, me donnait des indications sur une posture, une grimace. Enfin, il y a un truc qui m'inspirait, quoi. Je me suis beaucoup servi des rushs. Justement, le petit moment avant, le petit moment après, c'est toute l'âme. Oui. De cette rencontre entre l'acteur et le personnage. Il est en train de réfléchir et il est en train d'après de se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé. Donc c'est tout ce moment-là.
Est-ce qu'on a le temps de proposer, est-ce qu'on vous accorde le fait de pouvoir proposer ou changer un petit mot, un dialogue ou pas en tant qu'acteur sur une série comme ça, que j'imagine très écrite, très construite, justement quand on écoute Anne, tout est travaillé, tout a l'air d'être pensé. Est-ce que vous avez une marge? Est-ce qu'il y a une place à l'inattendu, à la proposition venant d'un acteur? Moi, je dirais oui, en tout cas de ce que j'ai vu, surtout en lecture. Ouais. J'adorais ces moments-là parce que c'est le moment où le comédien va dire le texte et parfois, en fait, on se rend compte que ce qui est écrit passe un peu plus difficilement. Et donc là, le comédien dit non, je le dirais plutôt comme ça, ou alors c'était sous forme de blague. C'était le dialogue était complètement détourné. Parce qu'on a quand même des joyeux lurons dans ce casting. Et en fait, moi, j'aimais bien saisir ce moment où il y avait quelque chose de très instinctif qui sortait de la bouche du comédien et je réécrivais le dialogue avec ce qu'il venait de dire. Après, je sais que sur le tournage, particulièrement pendant les scènes d'interrogatoire, il y a eu des petits moments d'improvisation et ça m'est arrivé d'aller sur le tournage plusieurs fois. Et je me souviens d'une fois, au moment de la saison 6, il y avait une scène dans un Zoom. Et Gilou et Fromentin ont fait des blagues complètement hors caméra, en fait. Et j'entendais parce que j'avais l'oreillette et j'ai dit à Fred Mermou, le réalisateur, je lui ai dit « Non, mais attends, ça, il faut qu'il le redise, c'était trop génial. » Et voilà. Et de votre point de vue, justement, Bruno, parce que vous avez quand même interprété des personnages sur un temps long. Oui. Comment ça se passe, cette relation à travers les années, en fait, sur des personnages qui sont forts et très différents les uns des autres, évidemment? C'est complexe parce que même le rapport avec le diffuseur, le producteur. Moi, par exemple, comme je viens du théâtre, j'ai un immense respect pour l'auteur. Je sacralise l'écriture. Donc, je fais partie de ceux qui d'abord vont travailler l'objet comme un artisan là chez Lebois, avant d'oser me permettre de dire c'est mal écrit, comme la plupart de mes camarades qui d'abord jettent le truc en disant mais je peux... Alors je vais le forcer parce que des fois dans le mal écrit, mal dit machin, ça va créer chez moi des espèces d'hésitation ou de bugs qui vont amener de la matière. Donc je fais d'abord ça. Moi, j'ai un gros travail de l'écriture d'abord. Et après, quand vraiment je trouve que ça ne raconte pas, ou que ça perd le sens, plus exactement, ce n'est pas tellement dans le dialogue, mais que ça perd le sens de la scène, c'est-à-dire de ce qui doit se raconter, des enjeux qui doivent se... Alors là, je n'hésite plus, et c'est un peu le rapport que moi j'ai commencé tard l'image, donc je suis arrivé avec cette exigence-là qu'on m'a permis, c'est un privilège. Aujourd'hui, j'ai un vrai rapport au texte, c'est ça que je demande. Je dis, moi, si je le fais que si j'arrive à le dire. Et si j'y crois. Donc oui, après, j'hésite pas. Il nous est même arrivé sur K1, par exemple, avec le producteur, de se convoquer le dimanche soir pour le lundi et de travailler, je l'ai kidnappé pendant 10 jours sur le plateau pour qu'il réécrive ce qui n'avait pas été écrit. Parce que voilà, dans l'industrie qu'on mène là, parfois on a un épisode 7 qui arrive, qui était prévu pour être le 12 et qui finalement il faut le faire le dimanche pour le lundi. Et donc là, tout d'un coup, on arrive au bout de la 9e ou 12e version à se dire que la 12e version a perdu l'essentiel de la 3e. Enfin, vous connaissez par cœur. Et donc, voilà. Donc, des fois, il faut remettre les pendules à l'heure. Et donc, je participe beaucoup à ça. De s'engager sur des séries longues, c'est volontaire, du coup, parce que ça permet effectivement d'être plus dans la construction. Non, je ne voulais pas du tout y aller dans les séries. C'est simplement que c'est l'objet, en premier, les enjeux du premier épisode que je considère toujours comme un pilote, sans jamais croire que ça va nous emmener jusqu'à 9 saisons. Donc, et après, c'est la découverte. Ça a été un immense privilège de faire ça, parce que sur la durée, tu réalises à quel point tu as l'occasion d'éclater le spectre. Mais c'est une pression supplémentaire. Chaque fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir corriger, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer de plus qui élargisse l'idée qu'on a de ce personnage. Alors Anne, votre prochaine série, c'est La Promesse, série pour TF1. Mini-série. Une mini-série, combien d'épisodes? 6 ? La promesse d'une série. Exactement, une promesse d'une série par Anne Landois, fortement c'est une belle promesse. Sophia et Saïdi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, Nadia Fares, donc une série de disparitions. Je crois qu'on peut en savoir un petit peu plus avant de voir un petit extrait de La Promesse. Alors, le point de départ, c'est la disparition d'une petite fille au moment de la tempête de 99. Et ce qui m'a donné l'élan d'écrire cette série, c'est plusieurs choses. D'abord,
un travail en fait que j'avais fait avec pas mal de policiers sur la construction des personnages dans Engrenage et surtout la révélation que certains flics gardaient au fond d'eux des blessures par rapport à des histoires, des enquêtes qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre. Et je voyais à quel point ça les affectait. Et en fait, je ne pouvais pas traiter de ça dans Engrenage parce que dans Engrenage, à la fin, les histoires étaient résolues. Oui. C'était important pour notre groupe de personnages. Et là, ça a été le point de départ. Je me suis dit, mais si on racontait une histoire avec une enquête qui n'aboutit pas. Et le bon choix de choisir Olivier Marchal, exactement. En plus, voilà, pour jouer un capitaine de police. On va le regarder tout de suite. Olivier Marchal, donc dans La Promesse, signée Anne Landois. La petite Charlotte, elle venait, il n'y avait pas de problème. Elle avait même son préféré, le noir, là, Taurus. Petite fille, très polie, bien éduquée. Quand vous aurez 5 minutes, passez me voir au commissariat. Tout ce que vous pourriez nous dire nous sera utile. Même un petit détail sans importance. C'est ma carte. Je passerai, sans problème. Qu'est-ce que vous avez aux mains, là ? Oh, je me suis écorché en démêlant les armes. Anne, sur cette série, vous êtes non seulement évidemment la créatrice, scénariste, mais également productrice. Qu'est-ce que ça a changé ? Beaucoup plus de responsabilités. Ça a changé, alors ça a fait à la fois ma joie et un peu d'anxiété aussi. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé génial, c'est d'être à la fois à l'initiative de ce projet et surtout de suivre toutes les étapes de la fabrication. Finalement, ce que j'ai toujours voulu faire, quoi, et ce qui peu à peu sur Engrenage a été mon rôle. Mais là, en fait, j'ai vraiment été comblée. Surtout que ça a été une écriture assez fluide, je dois dire. C'était pas évident, c'est quand même une mini-série, c'est pas une adaptation, c'est une série originale. C'est un sujet, certes, qui n'est pas lui original, parce que les disparitions d'enfants, on en a vu des milliers à la télé. Mais en revanche, il y a un dispositif narratif sur 20 ans qui nous permettait quand même de jouer beaucoup avec les ellipses de temps, les retours en arrière. Donc il y a une construction qui est quand même assez complexe, qui n'était pas évidente à vendre à TF1, mais qui a été acceptée, j'ai envie de dire. Enfin, cette audace, finalement, ils l'ont vraiment accompagnée, ce que j'ai trouvé super de leur part. Et à côté de ça, il y a aussi, donc nous, on est une jeune société, hein, Vassili Claire et moi, jeune réalisatrice, Laure de Butler, parce que c'est sa première grosse mini-série. Et puis aussi, on a une série avec cette double temporalité et des effets spéciaux qui sont quand même assez remarquables. Donc on avait quand même beaucoup de handicaps, si on peut dire, dès le départ. Et puis évidemment, le clou de tous les handicaps, c'est quand même le Covid qui nous est tombé dessus. Ah oui, qui vous a interrompu le tournage. Pendant le tournage. Et en fait, on a commencé à tourner début février et on s'est arrêté mi-mars, hein, comme tout le monde. Et on a repris au mois de juin. Et donc, c'est un tournage qui a repris entre le 11 et le 17 août. C'est quand même une série d'hiver, comme vous. C'est ça, c'est ce que j'allais voir sur les images. Ça fait pas très juin. En plus, dans les Landes, c'est plutôt. Ça fait pas très hiver, en effet. Ouais. Et les comédiens ont beaucoup souffert parce que toute la deuxième partie du tournage a été tournée en plein été, donc ils sont en 40 doudoune. degrés, et ils sont tous en doudoune et en bonnet. Donc ça a été dur.
C'est aussi ça le travail de comédien. Juste un mot, on parlait de Laure de Butler, votre réalisatrice. On se posait la question avec Marie de votre collaboration à toutes les deux. Comment vous collaborez avec la réalisatrice sur une série comme La Promesse? Alors on a eu une collaboration assez magique. Une collaboration très très étroite. D'abord sur les textes, on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble sur les textes. Laure, elle s'est plongée dans ce travail, mais avec elle a embarqué en fait cette mini-série. Et elle a su à chaque fois travailler les scènes et réfléchir à l'intérieur des scènes, mais toujours en fonction des personnages, de l'émotion, de la complexité des relations. C'était vraiment un travail passionnant. On a travaillé main dans la main. Moi, j'ai jamais travaillé de façon aussi proche avec un réalisateur. Et c'est vous qui l'avez choisi Alors, c'est TF1 qui a soufflé son nom. D'accord. Et on était très contents parce que, Vassili et moi, on était très contents parce qu'on avait très envie que ce soit une femme qui réalise. Oui. Pourquoi une femme? Parce que je trouvais qu'il y avait une sensibilité dans ce projet que j'ai initié, mais je l'ai coécrit avec Gaël Bélan, avec Simon Jablonka, Laurent Mercier et Thomas Filkenkraut. Mais il y a une thématique de l'enfance qui est très présente. Un peu de l'enfance perdue, de la réparation, de la nostalgie du passé et de la transmission. Et on avait tous ça en commun. En fait, on a eu tous envie d'échanger autour de ça. Et quand Laure est arrivée, elle s'est emparée de toutes ces thématiques avec encore plus de profondeur. Donc j'ai trouvé ça génial, la collaboration qu'on a eue ensemble. Et c'était une jeune réalisatrice. Et en fait, on s'est dit, on va y aller avec elle, quoi. Et ça a été une très chouette rencontre et le résultat est vraiment formidable, quoi. C'est ça qui me sidère quand j'entends, pardon, oui. je vous interromps, mais quand j'entends Anne, ça m'émeut beaucoup parce que on parle de séries là, on parle de divertissement, on parle de ce qu'on consomme maintenant à tire-larigot. Ah ouais. Et en fait, on parle de thématiques, de choses qui sont capitales sur l'enfance, la réparation, toute cette prise en charge des uns, des autres, des créateurs. C'est ça qui est passionnant pour les acteurs. Il n'est pas question d'embrasser un truc de flic, on s'en fout en fait du personnage. C'est de l'enveloppe. C'est plutôt ce qu'on y creuse. C'est là où on s'y retrouve, nous. Qu'on est des chercheurs devant l'éternel. Enfin, on s'y retrouve parce qu'on va creuser des choses qui nous passionnent. On a besoin, on veut être témoin et transmettre tout ce qui nous traverse. C'est ça notre métier d'acteur, en fait. On s'en fout un peu du costume. Tout à fait. Et quand on a l'occasion de pouvoir rencontrer des créateurs qui partagent avec nous ça, quand on nous laisse, quand on nous autorise de discuter, de dialoguer avec l'écriture sans avoir peur que l'acteur ou le diffuseur s'empare de son personnage ou d'un quelconque pouvoir qui est complètement fictif, qui est complètement inventé. Parce que de toute façon, c'est une collaboration telle, un plateau avec l'industrie qu'on a aujourd'hui où il faut y aller, que tout échappe. On est découpé en rondelles. C'est pas comme au théâtre où effectivement, une fois que le rideau est ouvert, le metteur en scène, on peut l'oublier. C'est nous le patron. Là, c'est pas le cas du tout. Ouais, oui. On peut nous faire dire exactement l'inverse de ce qu'on a voulu dire quand on découpe après. Et d'entendre d'où ça part, la promesse, et ben voilà, c'est presque entendre parler de littérature ou un plateau à la pivot. C'est-à-dire c'est la promesse. Mais tu ne crois pas si bien dire, Bruno, parce que en fait, la promesse, l'idée de la promesse, en fait, il y a quand même plusieurs choses qui m'ont permis de créer cette série. C'est d'abord The Pledge de Sean Penn. Évidemment, il y a quelque chose de cette histoire-là, moi, qui m'a toujours beaucoup ému et touchée. Et il y a aussi une grosse influence littéraire, puisqu'il y a un roman de Joyce Maynard qui s'appelle L'homme de la montagne, qui est un roman absolument extraordinaire et qui raconte l'histoire de cet homme flic aussi, un peu en prise avec une enquête compliquée. Et tout ça, les flics qui échouent, cette rencontre avec ce roman, The Pledge, qui est aussi l'histoire d'un échec. Vous pensez à l'écriture aussi, à la réalisation, pourquoi pas? Oui, mais comme je chante dans ma salle de bain, tout ça est caché. Anne, de votre côté, des projets, outre La Promesse Alors La Promesse... La promesse est en train de se terminer. Hein. Oui. On n'a pas encore de date de diffusion, mais là, on est au montage son. Et parallèlement à ça, je développe une nouvelle série pour Canal+, une série longue pour Canal+. Voilà. Qui sera policière? Pas vraiment policière, plutôt judiciaire.
Intéressant. Voilà, plutôt Oui, judiciaire. parce que l'aspect judiciaire est aussi passionnant. On en a un peu parlé là. Ouais. L'aspect judiciaire d'engrenage, hein, je précise, était aussi incroyable avec Philippe Duclos, avec Audrey Fleurot sur l'aspect avocat. Il y a toujours ce même souci de réalisme. Ouais. Voilà, mais on est dans d'autres thématiques qu'engrenage. Marie. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette discussion, c'est que je trouve qu'on a bien ressenti ce que nous, on sait quand on connaît un peu les coulisses de la création, c'est que le temps est long et le travail est dur. Voilà. Et nous, les spectateurs, quand on est spectateur, on regarde des séries, finalement, qu'on consomme un peu comme ça, très rapidement. Mais c'est des années de boulot quand même. Oui, c'est des années de boulot. Je suis contente d'avoir touché ça du doigt. Et c'est le boulot qui est travail. très intéressant. Ouais, bien sûr. C'est ça qui construit finalement le plaisir de l'instant. C'est comme une épreuve sportive, c'est beaucoup de travail pour 4 secondes. C'est exactement ça, ouais. Merci beaucoup pour Merci tout ça. Merci Anne Landois. Merci Bruno Debrande. Merci beaucoup d'être vous êtes arrêté chez Série. Merci Marie. Et à la prochaine. On se retrouve pour la prochaine. On devrait parler un peu de comédie. Jean-François Alain et Tiffaine Davio. Super. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À très vite donc dans Série, l'émission.